J'aimais les garçons, mais dans mon monde, ça ne se disait pas. Personne ne le savait. Personne ne devait le savoir. Chaque jour, Maël Delcourt, capitaine adulé de l'équipe de rugby, me faisait payer un secret qui n'était même pas le mien. Coup d'épaule, accidentel, humiliation à mi-voix, regard lourd de menace. Il incarnait la force, la popularité, l'assurance brute. Moi, j'étais l'ombre dans son champ de vision. Et puis un soir, tout a dérapé. Une voiture garée à l'orée d'un bois, moteur coupé. La nuit compacte autour de nous, la haine qui se fissure, quelque chose d'interdit qui prend sa place, quelque chose de dangereux. Ce qui a suivi n'aurait jamais dû exister. Et pourtant, ce secret-là a tout bouleversé. Reste, c'est mon histoire. Elle commence ici. Je m'appelais Noé Valmont, j'avais 16 ans et demi, presque 17. Et j'avais déjà compris qu'à Montfaucon-sur-l'Eau, naître différent revenait à porter une cible invisible sur le front. Le village s'étirait paresseusement le long de la Garonne, encerclé de collines boisées et de champs de maïs. Ici, les mêmes patronymes ornaient les boîtes aux lettres depuis des décennies. Les lignées se mélangeaient un peu, les réputations encore moins. On savait qui avait redoublé, qui buvait trop au bal du 14 juillet, qui trompait sa femme. Les secrets n'existaient pas vraiment. Ils circulaient comme le vent, de la boulangerie au bar-tabac, jusqu'au parking du Carrefour Market le samedi après-midi. Moi, j'étais transparent. Ni pêcheur du dimanche, ni joueur de rugby, ni enfant de chœur à la messe de Noël. On m'oubliait facilement, sauf lui. Maël Delcourt n'oubliait jamais. Troisième ligne, épaules larges, regard acier, voix grave qui imposait le silence sans effort. Il commandait le terrain, comme les couloirs du lycée professionnel agricole. Et pour une raison que je comprenais sans vouloir l'admettre, il avait décidé que j'étais sa proie. Il suffisait que nos trajectoires se croisent pour que son épaule heurte la mienne avec une précision calculée. Pas assez fort pour attirer un surveillant, suffisamment pour me déséquilibrer. Parfois, un pied glissait discrètement devant le mien. Je m'étalais, mes cahiers éclataient au sol sous les rires gras de ses amis. Et toujours ce mot, presque soufflé, comme une confidence cruelle. Tapette, jamais trop fort, juste assez pour que je l'entende. Juste assez pour que ça me transperce. Je ramassais mes affaires en silence, les mâchoires crispées à m'en faire mal. Je ne répondais pas. Répondre, c'était s'exposer davantage. À la maison, je dissimulais les hématomes sous des sweats trop larges. Ma mère remarquait parfois. « Tu t'es encore cogné ?» Je haussais les épaules. « Ouais, contre une porte. » Elle soupirait. Elle avait déjà ses propres batailles à mener. Les fins de mois, les heures supplémentaires à l'EHPAD, la fatigue permanente. Alors je me taisais, ça a duré presque toute l'année. Chaque matin, je partais plus tôt pour éviter de le croiser. Aux pauses, je me réfugiais près des professeurs ou à la médiathèque. Le soir, j'attendais que les vestiaires se vident avant de sortir. Mais il me retrouvait toujours ce regard qui me scannait dans la cour, toujours ce sourire en coin quand il m'apercevait. Je me sentais traqué, comme un animal qu'on pousse dans un enclos juste pour le plaisir de le voir trembler. Un vendredi, quelque chose a cédé. Sans prévenir ma mère, j'ai pris le train pour Toulouse. Le TER vibrait sous mes pieds, saturé d'odeurs de plastique chaud et de café tiède. Je regardais défiler les champs, les silos, les gares minuscules aux quais vides. Plus on avançait, plus j'avais l'impression de m'éloigner d'une version de moi qui étouffait. À Matabio, je suis descendu. J'ai marché derrière la gare, vers une rue dont j'avais entendu parler sur un forum. Un bar discret, le Phare Rouge. Je suis resté quelques secondes devant la porte. Puis je suis entré. Lumière tamisée, musique feutrée, des hommes seuls ou par deux, des conversations basses, des regards qui s'accrochent sans violence. J'ai commandé un coca, je me suis installé au fond, le dos contre le mur. Pendant une heure, je n'ai rien fait d'autre que regarder. Des sourires échangés sans peur, des mains qui se frôlent sans se cacher, des rires vrais. Personne ne me connaissait, personne ne me réduisait à une insulte. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré pleinement. Je suis rentré par le dernier train, samedi, dimanche, lundi. Je n'ai rien dit. Je pensais que ce moment m'appartenait, une parenthèse protégée. Je me trompais. Mardi matin, il m'attendait devant mon casier. Maël était adossé au mur, bras croisés. Ses amis se tenaient un peu en retrait. Personne ne riait. L'air était différent, plus dense. Il s'est redressé quand je suis arrivé. Ses yeux ont planté les miens. « T'étais où vendredi soir, Noé ?» Mon cœur a frappé contre mes côtes si fort que j'ai cru qu'il allait le voir bouger sous mon t-shirt. J'ai tenté de contourner. Son bras s'est tendu, bloquant le passage. « Je t'ai vu. » Il s'est rapproché d'un pas. À Toulouse, derrière la gare. Son souffle effleurait presque mon oreille. « T'es entré dans ce bar. » Il a baissé la voix. Je sais exactement pourquoi. Le sol s'est dérobé sous moi. Il n'a pas crié. Il n'a pas levé la main. Il m'a simplement observé une seconde de trop, puis il a tourné les talons. Ses potes l'ont suivi sans un mot. Je suis resté là, immobile, la clé de mon casier serrée dans la paume. À partir de ce matin-là,
Le silence est devenu bien plus violent que tous les coups qu'il m'avait portés jusque-là. Après ce mardi matin où Maëlle m'avait coincé devant mon casier, tout a changé. Plus de coups d'épaule, plus d'insultes murmurées entre deux rires. La violence frontale avait disparu, comme si elle n'avait été qu'un outil devenu inutile. À la place, il a instauré autre chose, plus calme, plus maîtrisé. Et infiniment plus pesant. Chaque soir, à la sonnerie de 16h30, il était là. Il connaissait mes habitudes avec une précision troublante. L'heure exacte à laquelle je franchissais la grille principale, le chemin que j'empruntais le long du mur du gymnase, l'endroit où je ralentissais pour fouiller dans mon sac. Il n'avait même plus besoin de me chercher. Il attendait, à une dizaine de mètres, sac de sport jeté sur l'épaule, posture relâchée en apparence. Mais ses yeux, eux, ne lâchaient rien. Je pouvais feindre l'indifférence, détourner le regard, accélérer vers le parking des profs, faire un crochet absurde par le terrain de foot. Ça ne servait à rien. Il me rattrapait en quelques pas, posait une main ferme sur mon bras, jamais brutale, simplement implacable, et lâchait d'une voix neutre « Viens, je venais », parce que résister aurait attiré l'attention. Et je survivais déjà sous trop de regards. Au début, il s'agissait de tâches simples. Son sac de sport, lourd de crampons couverts de boue séchée, de serviettes imprégnées d'odeur de vestiaire. Je le portais jusqu'à sa Clio grise stationnée près du gymnase. Ensuite venaient les cahiers. Tu me recopies les exos de maths. Et la dissertation d'histoire aussi. Il ne formulait pas ça comme une demande. Je passais mes soirées à refaire ses devoirs avec mes propres tournures pour éviter les soupçons. Je connaissais assez bien les profs pour savoir ce qui les ferait tiquer. Le lendemain matin, avant la première heure, je lui remettais les feuilles dans la cour. Il les prenait sans un merci. Parfois, il ajoutait, presque distraitement, « Pas mal, continue, pas de menaces, pas de cris. » Juste la certitude tranquille que j'obéirais. Et j'obéissais. Les hématomes avaient disparu de mes côtes. Mais une autre trace s'installait, plus profonde, plus insidieuse. Une pression constante donnant le ventre, comme une pierre qu'on avale et qui refuse de descendre. Un jeudi, après les cours, il m'a fait signe de le suivre derrière le hangar des machines agricoles. L'endroit était désert. Des carcasses de tracteurs rouillées, des ballots de paille entassés, l'odeur métallique de la pluie récente. Il s'est adossé au mur, bras croisés. « Dis-moi un truc, Noé. » Ma gorge s'est serrée. « T'aimes vraiment les garçons ?» La question est tombée sans ironie, sans rire, sans public, brute. J'ai senti la chaleur envahir mes joues. Mes yeux sont restés fixés sur mes baskets. J'ai hoché la tête. Une fois, le silence s'est étiré. Il a soufflé par le nez. « T'es pas normal !» Le mot n'était pas hurlé. Presque automatique, comme une phrase qu'on répète sans la penser vraiment. Quand j'ai levé les yeux, quelque chose avait changé. Il y avait de la colère, oui, mais floue, désorientée, comme si elle ne savait plus où frapper. Ses poings étaient enfouis dans les poches de son blouson, ses mâchoires crispées. « T'as pas honte ?» J'ai répondu à mi-voix. « Si, des fois, plus trop maintenant. » Il a détourné le regard vers les champs au loin. Il n'a rien ajouté. Il a simplement repris son sac et s'est éloigné, plus lentement que d'habitude, comme si le poids ne venait pas du sac, mais d'autre chose. Les jours suivants, le rituel a continué. Mais des fissures apparaissaient, il parlait davantage. Peu, mais plus qu'avant. T'as oublié le schéma de SVT, fais vite pour la philo. Et puis, au milieu d'une phrase, il s'arrêtait, comme s'il venait de se surprendre lui-même. Un soir, en marchant vers le parking, il a demandé brusquement « Ça fait combien de temps que tu le sais ?» « Depuis toujours », j'ai répondu, ou presque. « Et ça fait quoi ?» Je n'ai pas réfléchi. Au début, ça fait peur. Après, ça fait moins peur que de mentir. Il n'a pas réagi. Mais le lendemain, il m'attendait plus tôt que d'habitude. Il est resté immobile quand je suis arrivé à sa hauteur. « T'es étrange, Noé. Pourquoi ? T'as peur de moi ? Mais tu restes. » J'ai haussé les épaules. Fuir tous les soirs, ça fatigue. Un rire bref lui a échappé. Sans amusement. Il m'a tendu son sac. Ses doigts ont frôlé les miens une fraction de seconde trop longue. Il a retiré sa main aussitôt, comme si le contact l'avait brûlé. Les semaines ont passé. Je commençais à comprendre. Sa rage ne m'était plus entièrement destinée. Elle ricochait ailleurs. Dans ses silences, quand on évoquait son père. Dans la tension de ses épaules, quand ses amis plaisantaient lourdement sur les PD. Dans ses regards furtifs qu'il posait sur moi quand il croyait que je ne m'en rendais pas compte. Il ne savait plus exactement contre qui il luttait. Contre moi ? Contre l'image qu'il devait défendre ? Contre lui-même ? Ces questions revenaient presque chaque jour quand nous étions seuls, à voix basse, toujours plus précise. Un soir de novembre, la pluie rendait le parking brillant comme une plaque de verre. Il m'a rendu mes copies, mais elles étaient annotées au stylo rouge. Des remarques, des corrections, des « bien vu », des « dans la marge ». Il a soutenu mon regard. « T'es meilleur que moi en cours,
Je n'ai rien dit. Il a ajouté, plus bas. C'est nul d'avoir besoin de quelqu'un. Il est monté dans sa voiture. Les pneus ont crissé sur le gravier mouillé. Je suis resté sous la pluie, les feuilles détrempées entre les mains. Je ne savais pas si ce qu'il venait de dire ressemblait à une humiliation, à un aveu ou à quelque chose de plus fragile encore. Le silence qu'il m'imposait n'était plus une punition. C'était devenu une cage que nous occupions tous les deux. Et jour après jour, je sentais qu'une fente minuscule s'ouvrait dans les barreaux, à peine visible, mais suffisante pour laisser passer un courant d'air, et peut-être, doucement, pour déplacer la peur. Un vendredi de décembre, la nuit était déjà tombée avant 17 heures. Les lampadaires du bourg projetaient une lumière blafarde sur le bitume humide quand mon téléphone a vibré. Un message de Maël. « Chez moi ?» 19 heures, anglais à finir. Pas de formule, pas d'explication, une convocation. J'ai fixé l'écran plusieurs minutes, mon reflet y tremblait légèrement. Puis j'ai enfilé mon blouson et je suis sorti. Sa maison se situait à la lisière du village, là où les champs commençaient à grignoter les dernières rues. Une vieille bâtisse en pierre, longue et basse, avec un portail rouillé qui grinçait toujours quand on le poussait. Dans la cour, des pneus usés, des outils agricoles abandonnés, une remorque penchée sur le côté. Le projecteur extérieur s'est allumé quand j'ai franchi la grille. La lumière crue m'a donné l'impression d'entrer sur une scène. J'ai frappé. Sa mère a ouvert presque aussitôt, visage fermé, regard rapide. Il est en haut, rien de plus. Je suis entré. L'escalier étroit grinçait sous mes pas. Chaque marche semblait annoncer ma présence. Sa porte était entr'ouverte. Je suis entré sans frapper. L'air de la chambre était chargé d'odeurs mêlées. Lessive humide, transpiration sèche, déodorant trop fort. Maël était allongé sur son lit, bras croisés derrière la tête, yeux fixés au plafond. Il n'a pas bougé. J'ai posé mon ordinateur sur son bureau encombré de cahiers froissés, de canettes vides et de vieux tickets de caisse. J'ai ouvert le document. On traduit ensemble ? Un grognement indistinct m'a répondu. Le silence s'est installé. Je tapais quelques phrases, effaçais, reformulais, relisais. Lui restait immobile. Il ne travaillait pas. Il attendait, mais quoi? Le bruit a explosé sans prévenir. La porte a percuté le mur dans un claquement brutal. Son père. Il remplissait l'embrasure. Large carrure, pull gris tendu sur un ventre lourd, regard injecté de rouge. L'odeur d'alcool a envahi la pièce en un instant. Il a balayé la chambre des yeux, puis s'est arrêté sur Maël. Encore affalé, Maël n'a pas répondu. Il a fermé les yeux brièvement, comme on encaisse un coup invisible. Son père a traversé la pièce en 2 pas. Debout. Il a attrapé son bras et l'a tiré sans douceur. Maël s'est redressé mécaniquement, assis au bord du lit, tête basse. « T'as un invité et tu fais le mort ? T'es quoi ? Une mauviette ?» La voix montait, se chargeait. « Capitaine de rugby, hein ? Tu parles. Ton prof m'a appelé. Encore des interros séchés. T'es incapable de faire un truc correctement. Ton grand-père s'est battu pour ce pays. Moi, j'ai passé 20 ans sous les drapeaux. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Rien. » Il a désigné Maël d'un doigt accusateur. « Un faible, voilà ce que t'es !» Maël ne levait pas les yeux. Ses mains, posées sur ses cuisses, tremblaient légèrement. « Toujours planqué derrière tes potes. Mais moi je vois clair. T'as jamais eu de tripes. » Le mot est tombé comme une gifle. Il s'est tourné vers moi. « Et toi ?» Son regard m'a traversé. « Tu fais quoi ici ? Tu l'aides à tricher ?» Je n'arrivais pas à bouger. Mes doigts étaient figés sur le clavier. « Dégage avant que je m'énerve vraiment !» Il a craché au sol près du lit. Puis, avant de sortir, « Demain 6 heures, en gare. Et si t'ouvres la bouche, je te fais regretter d'être né. » La porte a claqué si fort que le cadre a vibré. Le silence qui a suivi était pire que les cris. Maël est resté assis, épaules affaissées, respiration irrégulière. Il ne pleurait pas. Il retenait. Quelque chose cherchait à sortir, mais restait bloqué derrière ses dents serrées. J'ai refermé mon ordinateur lentement. « Je vais rentrer. » Il a hoché la tête sans me regarder. Je suis descendu. La maison paraissait plus étroite encore, la cour plus froide. L'air extérieur m'a frappé le visage. Je marchais vite, trop vite. Chez moi, je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assis sur mon lit, dans l'obscurité. Et j'ai compris, les coups d'épaule, les insultes murmurées, les ordres répétés. Ce n'était pas né de lui, c'était un écho. La violence que Maël m'avait infligée descendait d'un étage supérieur. Elle prenait racine dans cette chambre envahie par l'alcool et les humiliations. Son père frappait avec des mots, Maël frappait avec ses gestes. La douleur circulait, lui encaissait là-haut, moi j'encaissais en bas. Et sans m'en rendre compte, en acceptant ses exigences, en portant ses sacs, en recopiant ses devoirs, j'avais intégré la chaîne, le silence, la soumission, la peur.
Je ne pouvais pas l'excuser, mais je ne pouvais plus l'ignorer. Cette rage n'était pas gratuite. Elle avait une origine, une source qui sentait la bière tiède et la frustration ravalée. Pour la première fois, je n'ai pas seulement eu peur de Maël. J'ai eu pitié de lui. Pas une pitié tendre, une pitié douloureuse, amère, parce qu'elle ressemblait trop à ce que je ressentais pour moi-même. Nous étions deux maillons du même mécanisme. Lui plus haut, moi plus bas, mais liés par la même chose, la honte qu'on nous avait appris à porter comme une seconde peau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Après ce soir chez lui, quelque chose a basculé. Il continuait à me tendre son sac de sport à la sortie des cours. Il continuait à glisser ses cahiers dans mes mains sans me regarder. Mais il ne rentrait plus directement chez lui. Parfois, il disait seulement « Viens ». Et on partait, jamais très loin, toujours assez pour disparaître des regards. La première fois, il m'a conduit derrière la Nationale, dans un terrain en friche à 2 kilomètres du lycée. Les herbes hautes balayaient nos jambes, des piquets de clôture pourrissaient encore debout comme des squelettes oubliés. Il a garé la voiture sur le bas-côté, moteur coupé, silence. On est sorti, l'air sentait la terre froide. Il s'est assis sur le capot, dos à la route, et m'a fait signe de m'installer à côté. On est resté quelques secondes sans parler, puis sans me regarder. « T'as déjà couché avec un mec ?» La question a fendu l'air net, j'ai senti ma gorge se contracter. « Oui ». Il a fixé l'horizon, les champs, la ligne sombre des arbres. « Ça fait quoi ?» Je cherchais mes mots. Ça dépend, parfois c'est simple, parfois ça bouleverse tout, mais ça fait vrai. Il a hoché la tête lentement. Ses joues s'étaient teintées de rouge, mais il ne détournait pas le regard. Quand tu penses à un gars, tu penses à quoi? J'ai répondu franchement. Au regard qui ne juge pas, à la sensation d'être vu sans masque, à un contact qui apaise au lieu de blesser. Ses doigts se crispaient sur la tôle froide. Il a fermé les yeux une seconde. Moi j'essaie de pas y penser. Mais ça revient. On est resté là longtemps, entouré par le vent qui couchait les herbes. Quand il a redémarré, il n'a rien ajouté. Le lendemain, il m'attendait déjà. La fois suivante, c'était près d'une ancienne carrière transformée en plan d'eau. L'eau noire semblait absorber la lumière. Personne autour. On s'est assis sur un rocher plat. Il a sorti 2 canettes de soda. « T'as déjà voulu quelqu'un que t'aurais jamais dû vouloir ?» Oui, il a lâché un rire bref. « Chez moi, on parle jamais de ça. Mon père, il préférerait me voir mort. » Il a lancé un caillou dans l'eau. Les cercles se sont élargis, puis ont disparu. Des fois, je me dis que je suis foutu, que c'est pour ça que je t'ai harcelé, pour faire taire ce truc. Je l'ai observé. Ses épaules tendues, ses poings serrés. « T'es pas foutu, t'es coincé. » Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux brillaient d'une intensité presque douloureuse. « Et toi, t'es coincé comment ?» Je le suis moins qu'avant, depuis que j'ai vu que ça pouvait exister ailleurs, sans honte. Il a hoché la tête, puis, plus bas, « Tu regrettes de m'avoir dit la vérité ?» Non, il s'est levé brusquement, a jeté un autre caillou plus fort. Quand il est revenu, il respirait plus calmement. Le hangar est arrivé après, une vieille structure en tôle rouillée, au bout d'un chemin de terre, près d'une voie ferrée désaffectée. La lumière passait à travers les trous du toit comme des lames pâles. On s'est assis sur des palettes empilées. Il s'est installé face à moi. « Dis-moi un truc que t'as jamais avoué. » J'ai parlé de mes 13 ans, d'un regard échangé pendant un match, de la peur, puis de l'acceptation. Il écoutait sans m'interrompre. Puis il a dit « Moi c'était en colo, un gars plus vieux. On dormait dans la même tente. Il a posé sa main sur mon épaule, juste ça. Mais après, j'y pensais tout en le temps. Et j'ai eu honte, alors j'ai commencé à frapper, pour étouffer ça. » Sa voix tremblait légèrement. « C'est pour ça que je t'ai choisi. Parce que t'assumais, ça me rendait fou. Je n'ai pas cherché à le contredire. La colère, c'est souvent de la peur mal rangée. » Il a esquissé un sourire sans joie. « Et maintenant, je fais quoi ?» Je n'avais pas de réponse. On est resté là longtemps. Les questions revenaient, s'arrêtaient, repartaient. Il rougissait, se taisait, reprenait. Dans ces moments-là, il n'était plus le capitaine intouchable. Il était juste un garçon de 17 ans terrifié par ce qu'il ressentait. Et moi, j'étais celui qui savait. Au lycée, il reprenait son masque. « Prends mon sac, fais la dissert. » Mais les détours devenaient plus fréquents. Et chaque détour augmentait la tension. On savait qu'on marchait sur quelque chose de fragile. Un mot de trop, un geste maladroit. Et tout exploserait. Pourtant, on continuait, parce que s'arrêter aurait signifié que c'était impossible. Et aucun de nous n'était prêt à accepter ça. Un soir, en quittant le plan d'eau, il a freiné brusquement sur le bord de la route. Le moteur tournait encore. Il m'a regardé. Longtemps. Merci d'être là. C'était la première fois qu'il disait merci. J'ai simplement hoché la tête. Il a redémarré. Dans l'habitacle, le silence avait changé. Il n'était plus lourd, il était chargé, électrique, dangereux. Et on le sentait tous les deux. Un soir de janvier, la nuit avait avalé le village bien avant 18 heures. J'étais dans ma chambre quand un coup de klaxon bref a déchiré le silence. Sec, impatient.
Je me suis approché de la fenêtre. La Clio de Maël était garée de travers devant la maison, phares allumés, moteur tournant. Pas de message, pas d'explication. Juste cette convocation sonore. Je suis sorti sans prendre de manteau. L'air glacé m'a saisi les poumons. Il a abaissé la vitre côté passager. Monté ? Je suis monté. Il a démarré aussitôt, on a quitté Montfaucon par la départementale. Puis il a bifurqué sur un chemin forestier qui grimpait vers les bois. La route se rétrécissait, les branches raclaient la carrosserie dans un frottement sec. Il roulait trop vite. Les phares découpaient les troncs comme des silhouettes menaçantes. Puis il a éteint les lumières, ralenti, avancé encore quelques mètres. Il s'est garé sur un terre-plein envahi de fougères. Moteur coupé. Le silence est tombé d'un coup. On n'entendait plus que le cliquetis du moteur qui refroidissait et nos respirations. Il est resté immobile, les mains agrippées au volant. Puis, d'une voix râpeuse, « Je te déteste, Noé. Je n'ai pas bougé. Je te déteste parce que toi, t'as osé. T'es allé à Toulouse. T'as assumé. T'as pas honte ?» Il a frappé le volant. Moi, je peux pas le dire. Je peux pas le vivre. Chaque fois que je te vois, ça me rappelle que je mens. À eux, à mon père, à moi. Sa voix montait, se cassait. « Pourquoi tu te caches? Pas comme tout le monde. » J'ai répondu doucement. « Parce que se cacher finit par te bouffer. » Il a éclaté d'un rire brisé. Et il a bougé. Il s'est penché brusquement vers moi. Sa bouche a heurté la mienne. Pas un baiser tendre, pas une hésitation. C'était violent, pressé, désordonné. Ses mains ont agrippé mon col. Les miennes ont cherché à le repousser. On s'est cogné contre le dossier. Un genou a frappé la console. Un coude contre mes côtes. La voiture vibrait sous nos gestes maladroits. Il respirait fort. Moi aussi. Ce n'était ni doux ni réfléchi. C'était l'explosion de tout ce qu'il retenait depuis des mois. Puis soudain, il a cessé de lutter. Il s'est effondré contre moi, front dans mon cou, bras serrés autour de mon torse. Et il s'est mis à trembler. Pas légèrement. Des secousses profondes, incontrôlables. J'ai senti ses larmes traverser le tissu de mon pull. Pardon, je sais pas, des mots étouffés, cassés. Je l'ai tenu, pas par romantisme, pas par pardon. Je l'ai tenu parce que s'il se détachait à cet instant précis, quelque chose se briserait pour de bon. On était deux types accrochés à la même planche dans une eau noire. Le bois autour était immobile. La voiture sentait l'essence froide et la sueur. Ses tremblements ont diminué peu à peu. Sa respiration s'est régulée. Il est resté collé à moi. Moi aussi. Au bout d'un moment, presque contre ma peau, je voulais pas que ça arrive. Moi non plus, c'était vrai, mais aucun de nous n'a bougé. Parce que ce qui venait de se produire ne pouvait plus être effacé. Quand il s'est redressé, il a évité mes yeux. Il a remis le contact. Les phares ont éclairé les troncs humides. On est reparti lentement. Sur le chemin du retour, pas un mot. À un moment, sa main a effleuré la mienne sur le siège. Une seconde. Puis retiré, comme s'il regrettait déjà ce geste. Il m'a déposé devant chez moi après minuit. J'ai ouvert la portière. Avant que je descende, il a murmuré « Merci d'être resté ». C'était à peine audible. J'ai hoché la tête. J'ai refermé la porte doucement. Il est parti sans regarder en arrière. Dans ma chambre, lumière éteinte, je suis resté assis longtemps. Ce qui s'était passé dans ces bois n'avait rien de romantique. C'était brut, nécessaire, inévitable et dangereux, parce que désormais, on ne pouvait plus prétendre que tout ça n'existait pas. Le secret était là, entre nous, plus lourd que les coups, plus lourd que la honte, plus lourd que tout ce qu'on avait partagé avant. Le lundi matin, j'ai passé la grille du lycée comme d'habitude. Sac sur l'épaule, regard au sol, mais quelque chose flottait dans l'air. Les groupes se formaient trop vite. Les conversations s'interrompaient à mon passage. Des éclats de rire jaillissaient, suivis de chuchotements trop appuyés pour être discrets. Des téléphones sortaient en des poches, écrans inclinés vers d'autres visages. Je n'ai pas levé la tête. J'ai marché jusqu'à mon casier. Et là, je l'ai vu. Une feuille A4 scotchée en plein centre de la porte métallique. Autour, une dizaine de gars formaient un demi-cercle compact. Sur la feuille, moi, la photo prise au phare rouge à Toulouse. Prise de loin, volée, mais trafiquée. Un filtre rose criard. Des cœurs dessinés autour de ma tête. Et au-dessus, en lettres rouges épaisses, Noé la tapette en mission. En dessous, au marqueur, il prend qui ce soir? Attention, il mord. PD assumé MDR. Le bruit autour de moi s'est amplifié d'un coup. Et Noé, c'était comment la soirée? Un baiser bruyant imitait derrière moi. Mon sang battait si fort que j'entendais mes tempes vibrer. Puis je l'ai vu, Maël, adossé au casier voisin, bras croisés. Il ne riait pas, franchement. Il jouait la surprise, sourcils levés, air faussement choqué. Puis il a sorti son téléphone. Il a pris la feuille en photo. Et il a posté. Je l'ai vu taper. J'ai vu la notification s'allumer sur les écrans autour. Les gars regardaient ce que j'ai trouvé
On dirait que Noé a une double vie. Les notifications ont explosé. Les rires aussi. Quelqu'un m'a bousculé l'épaule. Alors, t'as trouvé l'amour ? Mes jambes tremblaient. Je cherchais l'air. Maëlle a croisé mon regard. Une seconde. Pas de remords, pas d'hésitation. Juste une froideur calculée. Comme s'il effaçait d'un coup tout ce qui s'était passé dans les bois. Puis il a tourné la tête et ri avec les autres. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis retourné et j'ai couru, à travers la cour, le long du bâtiment principal, jusqu'au parking. J'ai ouvert la portière de ma voiture, me suis jeté à l'intérieur et verrouillé. Mon téléphone vibrait déjà. Je l'ai éteint. Jeté sur le siège passager. Le moteur a démarré dans un râle. J'ai quitté le lycée sans regarder dans le rétroviseur. Je me suis arrêté près de la rivière, sur un chemin de terre. Moteur coupé. Front posé contre le volant. Les larmes sont venues sans bruit. Pas de sanglots. Juste un écoulement continu. Chaud, qui imbibait mes manches. Tout ce qu'on avait partagé dans l'obscurité d'une voiture. Réduit à une image déformée et une légende moqueuse. Il avait choisi. Leur rire plutôt que moi. Je suis resté là toute la journée. La rivière coulait doucement. Le ciel devenait gris. Vers 19h, j'ai rallumé mon téléphone. 147 notifications. Messages privés. Stories. Mentions. La photo tournait partout. J'ai ouvert ma galerie. Je l'ai retrouvée. La vraie photo. Moi seul au comptoir ce soir-là. Lumière tamisée. Un sourire discret. Pas caricaturé. Pas sali. Juste moi. J'ai respiré profondément. Et j'ai posté. Oui, je suis gay. Et je n'ai pas honte. Ceux qui utilisent ça pour humilier devraient se regarder dans un miroir. J'ai ajouté la photo originale. Et j'ai tagué Maëlle, directement. Pas d'allusion, pas de détour. Publié. Les réactions ont commencé presque immédiatement. Des cœurs, des messages privés, respect, force à toi, t'es courageux. Il y avait aussi des insultes, des comptes anonymes. Des menaces stupides, mais pour la première fois, la honte n'était plus enfermée en moi. Elle circulait ailleurs. Maëlle a vu le tag. Je l'ai su quand son nom est apparu en bleu sous mon post. Il ne pouvait plus feindre l'innocence. La photo trafiquée devenait une preuve. Son rôle devenait visible. Le cercle qu'il avait construit le matin même s'était fissuré. Pas complètement. Certains continuaient à rire, d'autres m'évitaient, mais quelque chose avait changé. Il ne pouvait plus m'atteindre comme avant, parce que je venais de dire la vérité devant tout le monde. Et une vérité exposée ne retourne pas dans l'ombre. Je suis rentré tard. Ma mère a remarqué mon visage pâle. « Ça va ? Mauvaise journée. » Elle a hoché la tête. Je me suis couché sans manger. Avant d'éteindre la lumière, j'ai regardé une dernière fois le post. Plus de 300 likes. Et un commentaire, parmi d'autres, « Respecte mec !» C'était peu, mais c'était suffisant pour respirer. La trahison m'avait brisé sur le moment. Mais en publiant cette photo, j'avais récupéré une part de moi. Et Maëlle savait désormais que le secret ne m'appartenait plus seul. Il ne pouvait plus me tenir par la peur. Plus maintenant. 3 semaines après le poste, un soir de février noyé sous la pluie, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups, ni fort ni assuré. Plutôt hésitant, j'ai ouvert. Maëlle était là. Trempée, les cheveux collés au front, un sac de sport dégoulinant dans une main. Sa pommette gauche était gonflée, violette, son œil presque fermé. Il grelottait, il me regardait comme on attend une sentence. Je me suis écarté sans un mot. Il est entré. L'eau s'est mise à couler de ses vêtements sur le carrelage. J'ai refermé la porte derrière lui. Silence. Puis, d'une voix cassée, il m'a mis dehors. Je n'ai pas parlé. Il a vu ton poste. Il a compris. Il m'a frappé. Il m'a dit de dégager. Que j'étais plus son fils, sa voix tremblait davantage que ses mains. J'ai nulle part où aller. J'aurais pu le renvoyer, lui rappeler la photo, le cercle de rire, son regard froid ce matin-là. J'ai failli, puis j'ai vraiment regardé. Les épaules affaissées, la fatigue dans ses yeux, le sac posé à ses pieds, sûrement tout ce qu'il avait pris en partant. Attends, je suis allé chercher une serviette. Il s'est essuyé sans oser me fixer. J'ai mis de l'eau à chauffer. Préparé 2 chocolats chauds avec le fond de la boîte. On s'est assis à la table de la cuisine. La pluie battait contre la vitre. Il a bu une gorgée, trop chaude. Il a grimacé. « J'ai merdé », a-t-il murmuré. La photo, le poste, c'était pour sauver ma peau. J'ai paniqué. Et après, j'ai laissé faire. Je sais, on est resté là longtemps. Merci de pas m'avoir fermé la porte. J'ai haussé les épaules. Tu dors sur le canapé. On verra demain. Cette nuit-là, il a dormi en boule sous une couverture. Moi, je n'ai presque pas dormi. J'écoutais sa respiration irrégulière depuis ma chambre. Au matin, il avait déjà plié la couverture, remis le canapé en place. On a bu du café en silence. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché. J'ai trouvé une association à Limoges qui accompagnait les jeunes LGBT plus mis à la porte. J'ai appelé. Une voix douce m'a répondu. Rendez-vous le jour même, place en foyer d'urgence disponible. Quand j'ai raccroché, Maëlle me regardait. «
Pourquoi tu fais ça? Parce que personne ne mérite de perdre sa maison pour ce qu'il est. Il a baissé les yeux. Même moi, même toi. Je l'ai conduit à la gare l'après-midi. Sur le quai, le train sifflait déjà. Il s'est tourné vers moi. Je te dois tout. Non, tu me dois rien. Avance. Il est monté. Le train est parti. Je suis rentré seul, 1 an plus tard. J'étais en première année de psychologie à Toulouse. Cours sur le trauma, l'identité, les mécanismes de défense. Je voyais une psychologue chaque semaine dans un petit cabinet près de la fac. J'apprenais à mettre des mots sur ce qui avait été confus, violent, ambivalent. Maël, lui, était à Bordeaux, architecture. Il m'avait écrit 1 mois après son départ. Je commence une thérapie, ça remue, mais j'y vais. On a repris contact doucement. D'abord des messages courts, puis des appels. On se voyait rarement. Une fois, l'été, dans une petite ville à mi-chemin entre nos 2 universités. Un café banal. 2 heures devenues 4. On a parlé de nos cours, de nos nuits agitées, des progrès minuscules. Il m'a raconté comment il apprenait à poser des limites à son père au téléphone. Comment il dessinait des maisons ouvertes, lumineuses. « J'aime pas les murs inutiles », m'a-t-il dit. Moi, je lui ai parlé des souvenirs qui revenaient encore parfois, mais moins violents. On n'évitait plus rien. On ne jouait plus de rôle. On ne s'aimait pas comme dans les films. Pas de grandes déclarations. Pas de mains serrées sous la table. On était 2 types marqués par la même tempête. 2 survivants qui s'étaient croisés au pire moment. Parfois, on s'appelait quand l'un flanchait. Parfois, on restait silencieux des semaines, ensemble. Et séparés. Un soir d'hiver, il m'a envoyé une photo. Son premier projet validé. Une maison en bois. Beaucoup de fenêtres. Légende. Pour que la lumière entre. J'ai souri. J'ai répondu. Continue. Il a envoyé un simple. C'était suffisant. Les orages étaient passés. Il restait des traces, des cicatrices qui tiraient quand il pleuvait. Mais on avançait, parfois côte à côte, souvent chacun de notre côté. Et, étrangement, ça suffisait.